Eh bien, écoutez, bonjour à tous, hein, bonjour à toutes les personnes connectées et à celles qui nous rejoindront. Donc, je voulais vous accueillir pour le webinaire organisé par la e-communauté de la transition énergétique du CNFPT qui a provoqué donc, ce webinaire pour parler de la situation de l'évolution du stockage vers des smart grids et aussi pour parler de l'évolution des réseaux énergétiques intelligents. Donc deux intervenants seront présents sur le terrain, Enedis, représenté par David Bronstein, et Espul, représenté par Marine Hughes. Donc le timing est le suivant, vous aurez une présentation d'Enedis sur environ un quart d'heure, 20 minutes sur le sujet, et ensuite une intervention d'Espul et sur le sujet des réseaux énergétiques intelligents. Et ensuite, donc, on aura une partie d'échange de questions-réponses et on clôturera la séance environ vers 13h30. Pardon. Voilà, donc pour ce qui concerne le lancement de ce webinaire, je vais passer la parole à David Bernstein, qui va nous présenter effectivement le thème du stockage de l'énergie vers les smart grids et même question de connecter les acteurs de la transition écologique, comme en témoigne le titre. Donc, M. Bernstein, vous avez la parole. Je vous laisse faire votre présentation et je vous récupère tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, l'idée, c'est de vous parler, au-delà du stockage, hein, on va vraiment parler peut-être au sens plus large des smart grids et de l'approche d'Enedis en matière de smart grid et de transition écologique. Donc l'idée, c'est pas de vous faire une définition encyclopédique des smart grids. Je pense que tout le monde dans la salle connaît déjà pas mal le concept que ça recouvre. L'idée, c'est plus de vous donner en fait la vision stratégique d'Enedis, hein, la vision stratégique d'Enedis qui sous-tend cette volonté de déployer très largement sur le réseau qu'on exploite des smart grids. Donc, quelle est la réalité industrielle, quelle est la vision stratégique qui sous-tend notre projet de smart grid et quelle est la réalité industrielle que ça recouvre derrière? Parce que au-delà du simple terme de smart grid, il y a tout un tas d'équipements qu'on va déployer sur le réseau. C'est un plan qui se fait sur plusieurs années et qui implique beaucoup de dépenses et beaucoup d'efforts industriels. Et en parallèle, ce que je voudrais, c'est vous donner un peu des ordres de grandeur, un peu les grandes tendances finalement de ce déploiement de smart grid, aussi bien les grandes tendances de la transition écologique, donc celles qui motivent notre projet, et les grandes tendances industrielles, encore une fois, que ça recouvre. Alors, pour commencer, quelques ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête quand on parle des smart grids et de leur déploiement sur le réseau de distribution. Alors peut-être un préalable, hein, il est peut-être superflu, dans ce cas-là je m'en excuse, mais enfin je préfère quand même le faire. Enedis, c'est quoi? C'est le réseau moyenne et basse tension, donc celui qui est à l'interface, celui qui part du poste source. Le poste source, c'est la transformation HTB-HTA, donc qui est à l'interface du réseau de transport d'RTE et du réseau de distribution exploité par Enedis. Et donc, on part en moyenne tension jusqu'à la basse tension et on arrive jusqu'au compteur, chez vous, chez 35 millions de clients. Donc, on parle de 1,2 million de kilomètres de lignes, à peu près la moitié en souterrain sur toute la France. Dans des endroits comme Paris, on est 100% en souterrain. Et donc un critère, ce qu'on appelle nous le critère B, donc en fait un taux de coupure moyen par client et par an, qui est au niveau national autour de 60 minutes, dans des endroits, dans les grandes métropoles type Paris, plutôt autour de 19 minutes. Donc ce qui nous pose là aussi un peu dans le peloton de tête des opérateurs européens. Vous verrez tout au long de la présentation que c'est des données qui ne sont pas neutres. Donc, encore une fois, alors le préambule, l'idée qu'il faut avoir en préambule, c'est on sort en fait, quand on parle de smart grid, on parle de réseau, on dit réseau intelligent, en fait, il faut avoir plutôt en tête l'idée de réseau complexe. On sort d'un système, le système traditionnel énergétique qui était très centralisé, très vertical, où en gros, on était capable et qui tournait autour du réseau de transport, pardon. Donc on était capable finalement
de prévoir quasiment à la minute près combien de personnes allaient consommer combien de kilowattheures. On mettait en face une production qui délivrait donc le nombre de kilowattheures voulus, et tout ça était acheminé tranquillement sur le réseau de transport, le réseau de distribution, ça arrivait chez le client, et puis on n'en parlait plus. Demain, on va vers un système qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus intermittent. Pourquoi? Puisque, en fait, vous le savez, on s'éloigne, enfin on s'éloigne, on va vers une part de plus en plus grande de sources de production d'électricité qui est intermittente, qui est liée donc à la météo et qui est donc beaucoup moins facilement prévisible que le parc traditionnel qui était complètement prévisible. Et en face, vous avez des modes de consommation qui eux aussi vont beaucoup changer, puisque on a de plus en plus d'usages qui sont électrifiés, donc on a une substitution des énergies, et puis on a aussi des usages de l'électricité qui sont moins faciles à prévoir dans l'avenir. Je pense évidemment aux véhicules électriques, puisque on n'a pas encore achevé, c'est loin d'être le cas, on n'a pas encore achevé la substitution du véhicule thermique par le véhicule électrique. On a aussi des questions qui se posent sur l'autonomie des batteries, donc on n'est pas encore vraiment totalement capable de prévoir très précisément les appels de puissance que représenteront des millions de véhicules électriques sur les routes. On reviendra un petit peu plus en détail sur ce sujet dans les slides suivants. Donc, ce que vous pouvez garder en mémoire, encore une fois en termes d'ordre de grandeur, c'est en 2035, on considère qu'on aura à peu près 67 gigawatts d'électricité renouvelable, de production d'électricité renouvelable intermittente qui seront raccordés en plus sur le réseau. 67 gigawatts, il faut savoir que c'est plus les parcs nucléaires actuels raccordés installés en France. Et il faut savoir évidemment que 95% des énergies renouvelables, dorénavant, et à l'avenir, sont raccordés sur le réseau de distribution. Ça change complètement notre façon de travailler. Ça, c'est pour l'aspect production, enfin l'aspect offre. Si on va à l'autre bout de la chaîne sur l'aspect demande, on voit qu'en 2035, on envisage à peu près 12 millions de bornes de recharge de véhicules électriques connectées, elles aussi, au réseau de distribution. 12 millions de bornes de recharge qui doivent pouvoir alimenter où on veut, quand on veut, quelques 9 à 10 millions de véhicules électriques. Et là aussi, donc, comme je le disais à l'instant, des modes de consommation qui sont encore difficiles à prévoir, difficiles à modéliser. Et donc, c'est une transformation complète pour le métier d'opérateur de réseau de distribution. Et cette transformation, en fait, elle ne peut se faire qu'avec des moyens, avec une digitalisation accrue et des moyens donc d'observation, de modélisation et d'anticipation, et surtout d'intervention en temps réel, qui vont nous permettre d'exploiter le réseau de façon à connecter ensemble, c'est le sens du slide précédent, tous ces nouveaux acteurs de la transition énergétique. Alors, après ce préambule peut-être un peu long, on va regarder des courbes. Alors, je ne vais pas vous demander de retenir par cœur tous les chiffres que vous allez voir, juste de retenir les ordres de grandeur qu'ils représentent, et puis surtout de voir que, quelle que soit la tendance qu'on observe, enfin, quel que soit le domaine sur lequel on se penche, on a quasiment toujours, finalement, des courbes en exponentielle qui vous donnent une bonne idée de ce à quoi il faut se préparer pour les 5 à 10 années à venir. Alors, si on regarde ce slide-là, on voit que, alors les slides ne sont pas encore actualisés, mais à fin 2019, on avait déjà plus de 400 000 sites de production d'électricité renouvelable qui étaient raccordés sur le réseau de distribution exploité par Enedis. C'est plus de 400 000 sites, ils représentent une puissance totale de 28 gigawatts. 28 gigawatts, pour vous donner une idée, c'est déjà un peu supérieur à la puissance totale du parc de production hydraulique centralisé, donc les grands barrages type Sainte-Croix, Grand Maison, qui sont installés en France. Donc là encore, c'est un changement de paradigme qui est significatif pour notre métier de gestionnaire de réseau de distribution. Rien que pour 2019, on a eu 1400 MW d'éolien supplémentaires raccordés sur le réseau de distribution. 1400 MW, c'est quasiment la puissance du réacteur EPR en construction à Flamanville. Vous avez à peu près les deux tiers dans les deux tiers, 842 MW, c'est du solaire, enfin de solaire en plus, je veux dire. Et ces 842 MW de production solaire supplémentaire raccordés au réseau de distribution, vous en avez 80% qui en fait ont été raccordés pour des opérations d'autoconsommation, autoconsommation individuelle ou autoconsommation collective. À savoir, j'ai un panneau solaire sur ma maison, il produit de l'électricité, il y en a une partie que je vais consommer moi-même, une autre partie que je peux renvoyer sur le réseau. Donc on a des entrées et des sorties, des injections, qu'on appelle nous des injections et des soutirages sur le réseau de distribution. Donc ça aussi, encore une fois, un changement dans notre façon d'opérer le réseau. Et donc c'est pour ça
qu'on a besoin des smart grids. Alors, une première illustration de la façon dont ça affecte notre métier, le plus évident, celui qui vient le plus facilement en tête, c'est évidemment la conduite du réseau. La conduite du réseau, comment ça se passe aujourd'hui? Alors, vous avez pour le réseau moyenne tension, vous avez des agences de conduite du réseau, donc vous en avez à peu près 25 sur tout le territoire français, qui pilotent en temps réel et à distance le réseau moyenne tension, celui qui fait 20 000 volts. L'idée, c'est d'être capable, par exemple, si vous avez une ligne qui tombe en panne, à cause d'une chute d'arbre ou pour toute autre raison, d'être capable de réaiguiller les électrons sur un autre chemin pour que ce soit transparent pour le client et qu'il ne sente pas de coupure, qu'il ne sente pas dans la mesure du possible de coupure chez lui. Donc ça, on est déjà smart finalement sur ce réseau moyenne tension, on sait déjà le piloter à distance, intervenir à distance de manière à ce que le client ne ressente pas d'effet négatif. Pour autant, quand vous commencez à rajouter de la production directement sur ce réseau, et notamment je pense à la production éolienne, qui elle se connecte la plupart du temps en moyenne tension, vous devez gérer en plus de ça, en plus de ce que vous gériez, des flux que vous gériez d'habitude, vous devez gérer les entrées et les sorties brutales sur le réseau de distribution. Et donc ces courbes vous donnent une idée de ce que représente un gros coup de vent, par exemple, en termes d'électrons supplémentaires qui vont arriver sur le réseau. En 40 minutes, vous pouvez avoir une multiplication de la charge par 9, par 10. Je vais y arriver, même par 20, 500 à 9500. Mais inversement, si le vent s'arrête de souffler, vous avez une chute brutale que vous devez également gérer sur votre réseau. Alors, prenons maintenant un autre exemple qui est celui de la production solaire. Alors, celle-là, elle est plus souvent raccordée en basse tension. Sur le réseau basse tension, on n'avait pas jusqu'à présent, jusqu'à récemment, on n'avait pas la capacité à intervenir à distance comme on le faisait avec le réseau moyenne tension. Là, on doit généralement envoyer des équipes. Le réseau basse tension, pardon, il est opéré de façon un peu plus, il était avant Linky opéré de façon un peu plus manuelle. Maintenant, on va aussi avoir des équipements qui nous permettent d'agir à distance sur le réseau basse tension. Et c'est indispensable parce que quand vous voyez que de la puissance solaire qui s'active sur le réseau dès qu'il y a un rayon de soleil ou qui inversement disparaît quand le temps se couvre, eh bien là aussi on a des flux d'électrons à gérer qui sont très importants et qui nécessitent des capacités digitales d'observation et de réaction sur le réseau. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir aussi. Je vous invite à aller voir les petits films dont j'ai mis le lien web tout au long de la présentation, qui vont vous expliquer ça aussi de façon très ludique. Donc on a fait une série en fait de 3 films qui s'appelle Inventer les réseaux de demain. Vous avez un premier film qui vous présente tous les nouveaux acteurs de la transition énergétique qui se connectent sur le réseau. Vous avez le deuxième épisode, celui qui est mentionné sur le slide que vous voyez en ce moment, qui vous donne plus de détails sur les enjeux du raccordement des installations de production renouvelable sur le réseau de distribution. Alors, je vous disais qu'il fallait voir les deux côtés de la chaîne. Donc, on a vu le côté production. Maintenant, on voit le côté demande avec, là aussi, encore une fois, on a finalement des courbes exponentielles qui ont à peu près la même forme que les précédentes quand on parle du raccordement de bornes de recharge sur le réseau et quand on parle surtout de nombre de véhicules électriques en circulation. Donc, la barre de 2019, elle est un petit peu inférieure à celle de 2018, mais c'est parce que les chiffres s'arrêtent à la fin du 3e trimestre. Et si on compte toute l'année 2019, on arrive un petit peu au-dessus de la barre de 2018. Donc cette croissance, elle est constante, elle est entre le constant et l'exponentiel, et donc pour ça, il faut évidemment raccorder de plus en plus de bornes de recharge. Donc actuellement, on a encore une majorité de bornes qui sont dans des terrains d'entreprise et dans l'espace public, mais de plus en plus, il va falloir que la partie grise que vous voyez sur ce camembert, il va falloir qu'elle grandisse. Et là, il y a un enjeu éminent pour les collectivités locales qui est de prévoir et d'organiser avec elles, en partenariat, le déploiement le plus intelligent de bornes de recharge pour que chacun puisse faire son plein où il veut et quand il veut. Alors, quelques éléments importants à avoir en tête. De plus en plus, si on veut avoir une substitution massive de véhicules électriques aux véhicules thermiques, il va falloir qu'on soit capable, en théorie en tout cas, il faudrait qu'on soit capable de faire en sorte que chacun puisse faire le plein en 2 minutes où il veut, quand il veut. Le véhicule électrique, c'est évidemment pas une mobilité qui est complètement comparable au véhicule thermique. On va être obligé d'optimiser
C'est-à-dire que si vous raisonnez uniquement en puissance nécessaire, à un instant T, vous allez dire bah, je vais mettre partout de la charge ultra rapide et tout le monde sera content, sauf que ça, évidemment, ce n'est pas vertueux ni d'un point de vue environnemental, ni d'un point de vue financier. Et c'est les collectivités locales aussi qui financent quand même. Enfin, nous, en tout cas, on gère un actif des collectivités locales et on doit évidemment faire attention à faire un bon usage de cet actif et des fonds des collectivités locales. Donc, il va falloir en fait optimiser, il va falloir penser ça intelligemment. Je suis allé trop vite, je suis allé sur la flexibilité, et faire en sorte en fait que lorsque le réseau est contraint, s'il n'est pas possible de tirer 120 kVA en 2 minutes, les acteurs qui interviennent dans cette chaîne de valeur du véhicule électrique soient capables de proposer aux clients des solutions alternatives. Par exemple, plutôt une recharge accélérée ou plutôt une recharge rapide, qu'on soit capable de dire où se trouve la borne la plus proche, qu'on soit capable de proposer aux clients de raccourcir son parcours, etc. Donc il y a en fait tout un travail à faire, non seulement avec les collectivités locales, mais aussi avec les producteurs de batteries, aussi avec les opérateurs de mobilité, avec les constructeurs automobiles, pour qu'on soit capable à chaque fois de proposer aux clients toute une panoplie de solutions. L'idée est aussi, pourquoi les smart grids, qu'on ait la capacité finalement d'envoyer des signaux aux opérateurs de bornes de recharge pour leur dire soit allez-y, pas de problème, vous pouvez proposer aux clients, vous pouvez proposer tous les types de recharge, tous les types de puissance que vous souhaitez, parce que là en ce moment le réseau n'est pas contraint, ou qu'à l'inverse, pendant les heures de pointe, on soit capable d'envoyer des ordres aux bornes de recharge pour leur dire, si possible, proposer des solutions alternatives à vos clients. Et puis dans l'autre sens, il y a le véhicule to grid, il y a la possibilité d'intégrer, de récupérer de l'électricité stockée dans les batteries de véhicules électriques pour la récupérer sur le réseau et la proposer dans les périodes de forte contrainte. Il y a encore la possibilité de pouvoir recommander des recharges quand la production éolienne ou solaire est forte et quand on a une grosse injection de solaire ou d'éolien sur le réseau. Donc toutes ces choses-là, en fait, nécessitent encore une fois des technologies smart et une concertation accrue avec tous les acteurs de la chaîne. Alors quand vous avez mis tout ça bout à bout, finalement, vous avez ce qu'on appelle la flexibilité. La flexibilité, alors là aussi, je vous ai mis la référence de 2 films que vous pourrez consulter. Donc l'idée, c'est d'être capable, la flexibilité, c'est quelque chose qui se fait beaucoup depuis longtemps sur le réseau de transport, mais là, on est à des échelles vraiment industrielles et on pense surtout aux effacements jour de pointe, quand par exemple, si en février, vous n'avez pas assez de production face à la consommation, traditionnellement, le réseau de transport demande à des gros clients industriels de s'effacer de façon à garantir l'équilibre offre-demande. Ici, pour le réseau de distribution, on n'est pas exactement sur les mêmes enjeux, on est plus sur un enjeu vraiment de qualité de fourniture. Et donc, on se rend compte, et ça, c'est quelque chose que les smart grids vont permettre aussi, qu'on est capable, finalement, qu'on va être capable d'optimiser, d'améliorer en permanence l'intensité et la tension du courant qui est fourni aux clients, en faisant appel parfois à des modulations de puissance volontaires d'un ou de plusieurs sites agrégés sur une période donnée en réaction à un signal extérieur. Donc c'est des choses qui sont ponctuelles, qui ne sont pas récurrentes, et qui peuvent être prévues et organisées, et qui résultent d'une action externe avec obligation de résultat. Alors, je crois que dans le slide après, il y a un exemple. Je vais vous commenter ces 2 photos. Il faut savoir que la flexibilité locale, évidemment, contrairement à la flexibilité telle qu'elle était pratiquée jusqu'à présent avec les effacements jour de pointe, la flexibilité locale, on est sur des valeurs qui vont être très très variables selon le lieu et selon le moment. Donc à gauche, vous avez la photo d'une laiterie qui se trouve dans le nord de la France et avec laquelle, à titre expérimental, Enedis a contractualisé une flexibilité locale. Donc cette laiterie s'engage, en cas de besoin, en cas de congestion sur le réseau de distribution, elle s'engage à effacer sa consommation d'électricité pendant quelques heures. Et nous, ça nous permet finalement d'adapter nos prévisions d'investissement pour reporter, si nécessaire, un investissement de renforcement de réseau, et donc d'être plus vertueux avec les données des collectivités.
À gauche, vous avez la photo du centre commercial SO-Ouest à Levallois-Perret. Levallois-Perret, il faut savoir, vous vous en souvenez peut-être, le 13 janvier, on a eu un incident sur un poste source qui nous a privés du réseau moyenne tension vers Levallois-Perret pendant 4 jours. Et le problème, c'est que cet incendie de poste source, il a eu lieu le 13 janvier, jour de l'inauguration du centre commercial SO-Ouest, et en plus, c'était le lancement des soldes. Donc là, la valeur de la flexibilité locale, je vous donne c'est un raisonnement par l'absurde, hein, évidemment, ça aurait été beaucoup plus compliqué que ça, mais la valeur de la flexibilité locale aurait été temporairement beaucoup plus élevée. Donc on est encore une fois sur de la gestion extrêmement fine et complexe de flexibilité locale. Et là, vous avez aussi un film que je vous invite à aller regarder. Alors, autre chose qui est intéressant d'avoir en tête, et surtout pour les collectivités locales d'ailleurs, on assiste de plus en plus à une volonté très légitime des collectivités de reprendre un peu en main la politique énergétique, leur consommation et leur production d'énergie. Et puis on voit dans d'autres pays, c'est l'objet de la publicité que vous avez sur le slide ici, on voit émerger de plus en plus des solutions qu'on appelle de micro-réseaux et qu'on basait sur ce qu'on appelle le transactive grid, à savoir je peux vendre et acheter de l'électricité à mon voisin. Alors en France, on est quand même dans un contexte technique et économique qui est un peu différent. Cette pub vient des États-Unis. Aux États-Unis, le réseau de distribution est quand même loin d'être aussi performant de ce qu'on connaît en Europe. Et donc ces solutions de microgrid et de transactive grid ont eu beaucoup de succès. Bon, mais on en a beaucoup parlé, ce qui fait que dans certaines collectivités en France, on a souvent été sollicité, nous, Enedis, sur ce sujet pour savoir si on ne pourrait pas répliquer ça en France. Alors, nous, ce qu'on dit là-dessus, c'est que, encore une fois, je vous disais au début de la présentation, on a ce qu'on appelle un critère B, un taux de disponibilité du réseau qui est quand même très bon. Et puis, surtout, on a un système qui permet d'assurer la solidarité énergétique, de faire en sorte que si la ligne qui dessert votre quartier est en panne, on est capable soit de réalimenter instantanément, soit par le réseau moyenne tension et par les automatismes de réseau, soit de dépêcher, grâce à notre infrastructure nationale, de dépêcher une équipe qui va réparer quasiment en temps réel, ou en tout cas très vite, hormis les graves événements climatiques qu'on a pu connaître. Donc, on n'a pas forcément intérêt à ce qu'on appelle un mutage du réseau. On n'a pas forcément, c'est pas forcément un optimum économique ni technique de voir se multiplier les petits réseaux locaux qui vont finalement nous donner un système électrique un peu mité, où finalement on aura de l'électricité essentiellement quand il y a du vent et du soleil. Pour autant, il faut quand même répondre à cette volonté forte de pouvoir donner une dimension locale au système énergétique. Et donc, on expérimente des systèmes locaux et des microgrids dans ce qu'on appelle des cas d'usage, en fait, dans des configurations où on se rend compte que finalement, ça peut apporter un surplus de résilience pour le réseau tel qu'il est aujourd'hui. Donc, il y a des cas de figure qui se prêtent à ce genre de configuration. Et je pense par exemple, alors, il y a évidemment les systèmes très isolés, très loin du réseau. En France, il y en a peu, mais finalement, à l'export, il y en a beaucoup. Et il peut, en France, ici ou là, y avoir quand même quelques poches qui sont un petit peu éloignées, un petit peu trop éloignées du réseau. Donc là, c'est quelque chose qui peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens aussi pour des nouveaux écoquartiers, des zones d'activité où on peut installer des batteries de stockage, des panneaux solaires, voire des éoliennes, et donc jouer là aussi du surplus de résilience que ça pourrait donner. Et donc en fait, on est toujours vers des petits systèmes locaux, mais qui peuvent être branchés et débranchés sur le système principal. Tout ça, tous ces cas de figure que je viens de passer en revue pendant la présentation, c'est des choses qu'on expérimente depuis pas mal de temps à travers la France, en partenariat avec d'autres industriels, et aussi bien sûr à chaque fois en partenariat avec des collectivités locales. Donc je vous invite à aller sur cette carte interactive, smartgrids-enedis.fr, et vous pourrez en fait pour chacune des expérimentations qu'on a menées en France, consulter tous les cas d'usage et consulter surtout tout ce qu'elles nous ont enseigné, tout ce qu'on a choisi de déployer à l'échelle industrielle sur le réseau qu'on exploite, tout ce qu'on a choisi de continuer à instruire, et puis éventuellement même tout ce qu'on a choisi de ne pas déployer parce que l'expérimentation a permis de montrer
que finalement ça n'avait pas d'intérêt économique ou technique pour le réseau, ça n'apportait pas le surplus de qualité, c'est toujours de ça qu'on parle finalement, ça n'apportait pas pour le client le surplus de qualité nécessaire. Voilà, et donc pour résumer un petit peu ce propos, et puis après on prendrait vos questions si vous en avez. Encore une fois, donc on passe de le système, l'ancien système, c'était un système où on était gestionnaire de réseau, et donc on se contentait de faire passer les électrons. Et aujourd'hui, vous avez en fait entre le réseau et toutes les parties prenantes avec lesquelles le réseau interagit, vous avez cette surcouche, c'est le petit cercle gris avec les 0 et les 1, cette surcouche de digitalisation qui va nous permettre en fait de rassembler un peu tout ça, d'observer et de réagir beaucoup plus vite pour connecter ensemble tous ces nouveaux acteurs de la transition énergétique. Voilà, merci Monsieur Bornstein de votre intervention relativement technique, mais aussi très fournie en chiffres. Je tiens à préciser à tous les auditeurs, bien sûr, que cette présentation sera remise avec le compte-rendu de la réunion qui est enregistré à la disposition en format PDF, et que donc ils pourront également revenir vers vous en cas de besoin pour avoir des explications. Donc sans tarder, parce que le chronomètre a pendant ce temps-là tourné, je vais donner la parole et je vais donner la main à Marine Youss pour la présentation du point de vue de l'association SPUL et du point de vue d'un expert externe en réseau énergétique intelligent. Donc je fais la manipulation et je vais simplement repartager le document de présentation. Quelques secondes. Merci. Votre intervention. Merci Jean-Pierre. Je vais faire un petit peu plus vite parce que c'est sûr que comme vous dites, l'heure tourne et puis ce serait intéressant vraiment d'avoir des questions et je vois qu'il y en a déjà et qu'on puisse y répondre. Marine Youss, je suis coordinatrice du pôle réseau et planification à l'association SPUL. En 2 mots, l'association SPUL est née en 1992, donc ça fait plus de 25 ans qu'on travaille dans le photovoltaïque. On y travaille avec une grande part de mission d'intérêt général, puisque vous verrez à la fin qu'on porte le centre de ressources nationales sur le photovoltaïque. Il y a une composante aussi intégration au réseau. Et donc, vous pouvez aller consulter nos sites photovoltaïque.info, réseau.photovoltaïque.info. Et puis, par ailleurs, on étend nos activités sur la dimension réseau aussi, puisqu'on identifie que c'est un enjeu très très fort des prochaines années pour arriver à atteindre en fait les objectifs d'énergie renouvelable, à raccorder toute cette puissance sur le réseau. Il faut qu'on ait des réseaux qui soient adaptés, qui soient prêts pour. Et donc, on a participé à de nombreux démonstrateurs et on continue de le faire sur cette thématique des réseaux intelligents. Alors que, disons, il y a dans les années 2010, on a vu les premiers projets Greenlist sur Lyon et Grenoble sortir, qui étaient plus sur les premiers démonstrateurs où on testait un peu toutes les technologies. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup en fait sur aussi les services systèmes au réseau de transport que peuvent fournir les énergies renouvelables, donc éoliennes et solaires. Et donc tout ça, c'est pas du tout le sujet de ma présentation, mais il y a eu une table ronde récente il y a 2 semaines de l'ADEME sur le sujet, donc il y a de la matière si ça vous intéresse. Et donc ici, vers des réseaux énergétiques intelligents, point d'interrogation, effectivement, déjà, en fait, il y a une part d'intelligence qui est présente. Depuis les années 70, on a le fonctionnement des heures pleines, heures creuses. Ça, c'était déjà une première brique très importante pour éviter un surdimensionnement majeur des réseaux, pour faire face à la pointe. Et puis énergétique, parce qu'effectivement, on ne parle pas que d'électricité. Donc, et une des premières choses aussi, c'est de se dire, au-delà de la technologie, c'est nous c'est les humains qui doivent être intelligents pour savoir ensuite qu'est-ce qu'on veut installer. Et donc, un des premiers exemples, c'est toutes les dynamiques actuelles autour des schémas directeurs des énergies, où finalement, l'étape précédente, ça a été de définir des grands objectifs au niveau local à travers des plans climat, air, énergie, territoire, les PCAET. Là, on va chercher vraiment à se dire
Finalement, est-ce que si on applique nos objectifs en termes de développement des énergies renouvelables, maîtrise de la demande en énergie, qu'est-ce que ça donne finalement sur nos réseaux d'énergie, quel développement, quelle synergie, etc. Et avec une grande question peut-être qui est de est-ce qu'il faut adapter les projets au réseau ou les réseaux aux projets. Et donc, la réponse, c'est vraiment une question de temporalité, parce que évidemment, on peut pas changer les infrastructures du jour au lendemain. Il y a des temporalités qui sont très longues, des investissements très conséquents, donc il faut bien y réfléchir. Et donc, dans un premier temps, ce sont peut-être les projets qui vont s'adapter plutôt à ce qui est en place, mais à terme, il y a une problématique très très importante de planification. Donc c'est d'ailleurs tout le rôle de ces schémas. On peut citer un certain nombre d'interrogations qu'on a aujourd'hui. On n'a pas de réponse immédiate du tout. On sait qu'il y a un enjeu très fort de sortir 3 millions de ménages aujourd'hui qui sont chauffés au fioul, de les amener vers une autre technologie de chauffage pour réduire donc les émissions de gaz à effet de serre. Vers quoi? Est-ce que ça veut dire installer 3 millions de pompes à chaleur avec potentiellement des impacts sur le réseau électrique qui sont conséquents malgré les efforts qui ont été faits sur la technologie? Du côté de la mobilité électrique, M. Bantan a longuement parlé de ça. Donc il y a des sujets sur le renforcement potentiel du réseau électrique lié aux bornes de recharge, surtout si c'est des bornes ultra rapides. Ensuite, le grand sujet du développement des énergies renouvelables, donc je vais surtout parler ici électrique, mais aussi thermique et du côté du biogaz. Il y a eu un effort assez conséquent ces dernières années, notamment pour réfléchir justement à cette planification du réseau de gaz, comment on anticipe en fait l'arrivée du biogaz, comment le réseau de gaz n'est pas un frein, en fait, son développement n'est pas un frein à l'atteinte des objectifs. Et bien sûr, il y a une question majeure sur l'optimisation de l'ensemble de ces réseaux les uns avec les autres, puisque il s'agit pas du tout de finalement que chaque vecteur se développe indépendamment les uns des autres et qu'on finisse avec une dépense publique qui est très importante et qui donc porte sur les usagers et qui soit pas optimisée. Avec donc des enjeux court terme de mutualisation de travaux, mais des enjeux aussi long terme de quels sont les bons vecteurs pour les bons usages. Est-ce qu'on chauffe des logements avec du gaz? Est-ce qu'on chauffe des logements à l'électricité? Enfin, toutes ces questions sont sur la table. Et puis aussi, même à long terme, la synergie. Donc, on peut penser à la méthanation, donc le stockage d'excédents d'électricité renouvelable sous forme de gaz de synthèse de gaz renouvelable dans le réseau de gaz, puisque le réseau de gaz a une capacité de stockage qui est très très importante. Et de même aussi, le réseau de chaleur peut être une forme de stockage parfois. Donc voilà, il y a toutes ces questions, mais dans un premier temps, c'est aussi même voilà comment on développe, comment on atteint des objectifs qui sont assez monstrueux. Donc si on prend l'exemple du photovoltaïque, il y a d'autres chiffres qui ont été montrés qui sont à peu près les mêmes par Enedis. Donc on a à peu près en ordre de grandeur un x4 à faire en termes de puissance à raccorder d'ici 2028 selon les chiffres de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. Alors j'ai mis à peu près 200 000 projets à raccorder par an, mais évidemment ça peut être 100 000, ça peut être moins, dépendamment de la puissance moyenne des installations. D'ailleurs c'est une des questions qui a été posée, c'est finalement quelle répartition entre la moyenne et la basse tension. Donc cette répartition elle a énormément évolué, mais aujourd'hui donc on a des installations du côté de la moyenne tension, donc toutes les installations supérieures à 250 kW qui occupent une part plus importante en puissance que les installations en basse tension. Et même en file d'attente, en fait, on a quelque chose qui est encore plus caricatural. Encore plus marqué, si on le dit autrement, puisque les parcs ne cessent d'augmenter en termes de puissance, les parcs au sol, et donc on arrive à finalement une part de la moyenne tension et même maintenant du réseau de transport, puisqu'il y a des installations photovoltaïques qui sont maintenant raccordées sur le réseau de transport, qui devient de plus en plus importante au fil des années.
Et malgré tout, en fait, on est face à une sorte d'incohérence puisqu'on observe que dans ces planifications locales, donc j'ai parlé du schéma directeur des énergies, des PCAET, on a des volontés des collectivités plutôt marquées sur le développement des installations photovoltaïques en toiture, sur bâtiment. Et donc là, on est plutôt sur des installations de puissance basse, enfin inférieure à 250 kW, donc la basse tension. On a des très grandes toitures aussi, mais il y en a pas, ça fait pas partie, c'est pas une très très grosse partie du gisement. Et donc, comment se fait-il finalement qu'on ait une programmation pluriannuelle de l'énergie qui tire beaucoup sur le parc au sol, sur la très grosse puissance, et puis des programmations locales qui sont plutôt sur les petites installations. Une des observations qu'on peut faire aujourd'hui, en tout cas de la situation, c'est que on a une manière de développer les projets aujourd'hui qui est très très complexe. Hein. C'est le millefeuille français, c'est la complexité administrative, la bureaucratie, etc. Et donc on a énormément d'étapes pour réaliser une installation en toiture. Les projets au parc au sol sont aussi longs, mais disons que au moins on développe 5 MW d'un coup, 10 MW, 12 MW d'un coup. Ici, je vous ai mis une petite représentation d'un exercice qu'on a fait faire à Enedis, l'agence de raccordement de Valence, et on leur a proposé en fait de reconstituer le parcours du combattant d'un producteur et finalement de voir s'ils étaient capables eux d'identifier toutes les étapes qui se passent pour réaliser un projet, et de se rendre compte aussi que finalement ce que voit Enedis, c'est on est déjà rendu au moins à mi-parcours dans le projet. Il y a déjà eu énormément d'étapes. Et donc, c'est sûr que si à ce moment-là, on obtient un devis de raccordement dans le circuit du projet qui permet pas de réaliser ce projet, c'est toutes les étapes d'avant qui ont été perdues, tout le temps en fait passé, l'argent aussi dépensé dans des études, etc., qui sera pas valorisé. Et puis du temps aussi du gestionnaire de réseau, puisqu'il y a quand même un devis qui a été élaboré, une analyse qui a été faite. Et donc, si on veut justement atteindre nos objectifs, ces objectifs que j'ai montrés qui sont très très importants, il y a un choc de simplification qui est vraiment nécessaire. Et ça, donc, ça n'a absolument rien à voir avec les smart grids. Si on se dit on a besoin de smart grid pour intégrer nos projets, il faut déjà aussi penser à comment on va les réaliser ces projets. Et donc, dans les idées, parce qu'il y en a plein, pour avancer sur ça, il y a notamment le fait d'anticiper beaucoup plus le raccordement de ces projets. Il y a le fait de peut-être avoir un guichet unique pour toutes les démarches, de manière à ce que le producteur n'ait pas à soumettre 5 fois les mêmes documents. Donc voilà, il y a des tas de choses sur lesquelles on doit avancer pour simplifier ce processus-là. D'un autre côté, si on revient peut-être à un aspect plus technologique, il y a toute une démarche des collectivités en ce moment, ou depuis plusieurs années, de développer des cadastres solaires, donc dans l'idée d'avoir une bonne idée du gisement qui est disponible sur le territoire, à la fois dans une dimension de sensibilisation des élus, des particuliers, mais aussi de réelle planification de l'atteinte des objectifs. À ceci, en fait, on a besoin d'associer finalement cette dimension de raccordement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en fait réellement connecter au réseau, et d'une double manière, c'est-à-dire dans ces deux temporalités que j'ai mentionnées, à la fois qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui, donc comment on positionne des projets pour que finalement on se retrouve pas à avoir des devis très élevés. Et puis de l'autre côté, dans une dimension plus de planification, comment on fait pour que le réseau soit pas un frein. C'est-à-dire que dans 10 ans, il faut qu'on soit capable de se dire, il y a tous ces projets qui vont arriver, il faut peut-être qu'on imagine autrement nos processus. Et donc évidemment c'est très compliqué pour la basse tension puisqu'on est sur un réseau dont le linéaire est très long, qui bouge énormément, et donc il ne s'agit pas non plus de surdimensionner l'ensemble du réseau pour pouvoir accorder les potentiels. Donc exercice complexe, mais il y a des options.
Et puis c'est d'autant plus important que finalement, quand on fait des exercices macro sur se rendre compte de ce qui est aujourd'hui raccordable dans l'état des réseaux et des règles de raccordement, on se rend compte qu'il n'y a qu'une partie du potentiel, enfin des objectifs à 2030 qui peuvent être raccordés. Et donc ça c'est une petite capture d'écran, un petit exemple en fait de résultats qui ont été réalisés sur un territoire, qui ont été fournis sur un territoire avec nos analyses, et où on voit finalement que entre la barre violette foncée et la barre violette claire, on a une différence très importante donc, entre l'objectif à 2030 et puis ce qu'on considère être accordable sans des frais importants, puisqu'ils ne sont pas possibles à apporter par les porteurs de projets, à prendre en compte dans leur plan d'investissement. Et donc, il y a même à cette échéance-là, il y a vraiment un besoin de planification et d'adaptation donc des règles de raccordement. Et si on pense à la techno, ce que ça veut dire, c'est se donner les moyens de l'observabilité, c'est-à-dire le moyen de comprendre notre infrastructure, de comprendre cette basse tension qui aujourd'hui a été très très peu instrumentée, qui va l'être de plus en plus évidemment avec l'arrivée massive des compteurs Linky. Et voilà, se donner les moyens de la mesure pour se dire finalement, est-ce que ce qu'on a toujours pensé qu'il était possible de raccorder, finalement, quelle est notre réelle marge de manœuvre? Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'à certains endroits, on peut peut-être faire moins? Et à ce moment-là, à partir du moment où on a fait cet état des lieux, on peut se dire effectivement quelles sont les technologies smart grid dont on a besoin, en sachant qu'il y a déjà un potentiel énorme en fait dans les installations d'énergie renouvelable elles-mêmes, puisque équipées d'électronique de puissance, les onduleurs photovoltaïques sont capables de faire de l'écrêtement de production, de l'absorption de puissance réactive. Je parle peut-être dans des termes trop techniques, mais en tout cas, sachez que voilà, il y a des capacités constructives des installations qui sont très peu utilisées encore aujourd'hui et qui seraient utilisables vraiment à coût marginal si on le décide. Et puis enfin, on peut penser, donc là on était plus dans le milieu finalement rural parce que c'est là qu'on rencontre le plus de problématiques vraiment au niveau de contraintes de tension, contraintes d'intensité des câbles. En urbain finalement, on va être plus sur des problématiques de même quel est le potentiel acceptable en toiture, parce qu'il y a de nombreuses contraintes sur d'encombrement, d'équipement de bâtiments de grande hauteur, etc. Il y a une opportunité à pas manquer, de notre point de vue, en tout cas côté SPUL, c'est la rénovation du parc de colonnes montantes. Donc, certains chiffres qui ont été évalués, donc qui sont encore macro parce que c'est assez difficile de connaître, de faire un vrai état des lieux de ce parc. Mais il y aurait 300 000 colonnes montantes à rénover dans les années à venir. Et donc, c'est autant de colonnes qui peuvent être pensées, dont la rénovation peut être pensée pour l'accueil d'une installation photovoltaïque. Donc ça ne veut pas dire un surdimensionnement nécessairement des câbles, ça veut dire vérifier si on peut raccorder une installation de 6 kVA, de 36 kVA en toiture. Ça veut dire laisser de la place dans le distributeur d'étage. C'est des petites choses, mais qui sont vraiment cruciales pour qu'on ne réintervienne pas sur ces ouvrages quand on veut raccorder une installation. Puisqu'on a déjà des processus qui sont très longs en fait de discussion avec les copropriétés pour équiper ces bâtiments. Et on a un exemple de ça déjà, puisque les colonnes montantes neuves doivent être prééquipées en termes d'infrastructure pour accueillir des bornes de recharge. Donc on sait que, si on peut le faire sur les bornes de recharge véhicules électriques, on est tout à fait capable d'envisager ça pour des installations photovoltaïques, dont encore une fois, pour lesquelles on a des objectifs très très importants à 2028. Et donc pour finir rapidement, il y a des rôles des collectivités et des autorités concédantes qui sont très variés en fonction des niveaux de collectivité, mais qui sont très nombreux aussi, puisque on a à la fois, il peut y avoir un rôle d'exemplarité, c'est ce que font certaines collectivités, d'essayer d'équiper une bonne partie des bâtiments publics. Donc ça c'est autant des communautés de communes que jusqu'à l'Adréal, parce qu'on travaille par exemple avec l'Adréal PACA sur le sujet. Ça peut être aussi de faciliter tout ce qui va être ingénierie de projet, préparation en fait, donc en mutualisant des moyens humains, mais aussi en faisant des groupements d'achat de panneaux par exemple.
Et puis après, on va avoir tout ce qui est de l'ordre de l'obligation ou de l'incitation, donc que ce soit d'inscrire certaines choses dans le plan local d'urbanisme, que ce soit l'accompagnement voilà, sur les projets de rénovation, etc. Et puis du côté des autorités concédantes, il y a un vrai rôle à prendre évidemment sur l'accompagnement de ces producteurs et sur effectivement qu'on se retrouve pas avec des projets échoués parce qu'on n'a pas pu trouver les bonnes solutions de raccordement immédiatement, et puis à long terme de pouvoir vraiment planifier, concerter cette planification entre le gestionnaire de réseau, les utilisateurs du réseau, l'autorité concédante qui est garante en fait des missions de service public sur le territoire. Et donc je finis là-dessus sur les deux sites dont j'ai mentionné que vous êtes les bienvenus à visiter. Voilà. Marine, pour cette intervention, voilà, qui me permet de passer rapidement sur quelques questions des participants qui sont là. Des questions techniques qui concernent plus le réseau et des techniciens que des questions de stratégie ou d'expérience. Alors j'ai Bruno Viorneri qui pose plusieurs questions à l'intention de Enedis. La part raccordée en basse tension et en haute tension, ça c'est une réponse que M. Letty pourra peut-être donner. Ensuite, il y a peut-être des possibilités d'action en temps court sur les réseaux BT pour compenser les variations de charge. Ça, je laisse Enedis répondre éventuellement aussi à cette deuxième question de Marie Jaillet. Et ensuite, Monsieur Viorneri revient sur à savoir si Linky peut piloter des IRVE. Voilà. Donc, Monsieur Letty, si vous voulez bien essayer de répondre à ces questions. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, concernant quelques éléments de réponse, concernant la répartition entre la part d'ENR accordée en BT et en HTA, vous avez les chiffres précis à date sur le site internet d'Enedis, intranet d'Enedis, qui est l'application Mix by Enedis, où on met en évidence l'ensemble des installations de production ENR et éolien photovoltaïques qui sont accordées au réseau de distribution, également depuis peu les installations de stockage, par exemple. Alors, je n'ai pas les chiffres en précis à vous donner tout de suite. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a plus d'installations ENR éoliennes qui sont raccordées en HTA qu'en basse tension, en nombre et en puissance raccordées, et que concernant la production photovoltaïque, le nombre d'installations raccordées sur le réseau basse tension est plus important, mais la puissance est beaucoup plus faible rapporté au nombre d'installations qui sont raccordées, toujours photovoltaïques, qui sont raccordées au réseau de distribution HTA. Pour vous donner un exemple, on a aujourd'hui à peu près 7000, sur le réseau basse tension, 7000 clients particuliers qui sont équipés d'installations de production photovoltaïque avec une batterie, une petite batterie de 6 kW à peu près couplée, donc à des fins d'autoproduction, autoconsommation. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'éolien est raccordé très majoritairement sur le réseau HTA et sur le réseau basse tension, beaucoup d'installations de production photovoltaïque, mais en puissance, la puissance est beaucoup plus importante sur le réseau moyenne tension que sur le réseau basse tension. Le pilotage de Linky, enfin des installations de recharge de véhicules électriques par Linky, oui, il est possible de communiquer entre le compteur Linky et les bornes de recharge. Il y a des travaux en cours actuellement avec les constructeurs de bornes de recharge et les opérateurs, les constructeurs automobiles. Donc on a des projets d'expérimentation, des démonstrateurs dédiés à ces sujets-là, mais il est possible effectivement, notamment à travers ce qu'on appelle la téléinformation client, de pouvoir communiquer, donc qui est une sortie du compteur Linky, de pouvoir communiquer directement avec les installations de recharge de véhicules électriques et donc de transmettre des signaux, notamment pour assurer un pilotage intelligent des recharges de véhicules électriques. Nicolas EPV qui se reconnaîtra à deux questions qui vous intéressent. Monsieur Letty, vous devez y répondre rapidement, s'il vous plaît. Ça concerne la flexibilité. Donc, quelles sont les obligations de résultat en matière de flexibilité? Et est-ce que, dans la suite, à quelle échelle est gérée cette flexibilité? Est-ce qu'elle est gérée à l'échelle locale, régionale ou nationale? Donc, si vous pouvez, dans l'intervalle, répondre à cette question, merci.
Alors les flexibilités, donc le premier marché pour les flexibilités, ce sont les marchés nationaux, donc principalement l'équilibre offre-demande au niveau national qui est géré par RTE, donc pour assurer l'équilibre entre la production et la consommation pour la tenue de la fréquence. Et puis vous avez plusieurs marchés nationaux, les marchés de capacité, d'effacement, les services systèmes de réglage primaire, secondaire ou tertiaire de fréquence, donc qui sont gérés par RTE, sur lesquels les flexibilités interviennent déjà. Il y a plusieurs sites de flexibilité qui, par l'intermédiaire d'agrégateurs, rendent des services de flexibilité sur ces marchés, qui sont les premiers gisements de valeur des flexibilités. Donc c'est le gisement sur un marché sur des marchés nationaux. Après, vous avez une application très claire des flexibilités locales dans les territoires, dans les bâtiments à énergie positive, dans les smart buildings, dans les opérations d'autoconsommation collective par exemple, où là, il y a une place très nette pour que des flexibilités, que ce soit des hausses de consommation, des baisses de consommation, des injections par du stockage par exemple, peuvent jouer un rôle très clair pour faciliter le développement de telles solutions dans les territoires, dans les bâtiments. Et ensuite, vous avez une autre application potentielle des flexibilités, qui est celle que l'on instruit actuellement, qui est l'utilisation de flexibilité locale, donc raccorder aux réseaux de distribution, basse tension ou moyenne tension, pour pouvoir répondre à des opportunités de flexibilité que Enedis pourrait proposer pour résoudre des situations de réseau, par exemple aider à optimiser la gestion du réseau, que ce soit pour faciliter l'insertion des énergies renouvelables ou reporter les investissements, donc en demandant à des sites de moduler à la hausse ou à la baisse leur consommation, leurs injections, donc pour éviter d'investir dans des ouvrages, dans des infrastructures, ou également d'utiliser des flexibilités locales pour assurer de l'appui à la conduite du réseau en cas d'incident ou de travaux. Donc, sur ce sujet-là, sur ce dernier sujet donc, qui est émergent, donc Enedis a lancé cet été 5 appels d'offres de flexibilité locale, donc sur 5 zones, pour se procurer auprès du marché donc auprès d'opérateurs de flexibilité, auprès de tiers directement, des services de flexibilité pour la conduite du réseau ou éviter des investissements. Et donc sur ces 5 appels d'offres, on a eu sur une zone 2 réponses, sur une zone du sud-est de la France, 2 réponses, donc 2 acteurs qui ont proposé et avec lesquels on a contractualisé des services de flexibilité locale. Donc il y a plusieurs niveaux, national, la maille locale du réseau, ou dans les territoires, dans les bâtiments à énergie positive, dans les opérations d'autoconsommation. Oui. Monsieur Letty, je ne veux pas vous couper, mais j'aimerais qu'on essaie de répondre à un maximum de questions. Donc, Jean-Pierre. Oui, Julien. Oui, Julien. Oui. Alors, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Tout. Je vous rejoins seulement maintenant. J'étais sur une formation avant. Je vous ai rejoint avec 10 minutes de retard. J'ai écouté ce webinaire avec grand plaisir. Il y a énormément de questions. Il nous reste 5 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre encore à quelques questions. Mais pour tous les autres, ce qu'on va faire, c'est prendre vos questions à l'écrit, les adresser aux différents intervenants et les faire vivre sur le forum de la e-communauté transition énergétique. Et vous aurez de toute façon des réponses, parce que là, ça a déclenché énormément de réponses et je pense que dans l'heure, on n'y arrivera pas et ça sert à rien de courir. Posons quelques questions. Prenez votre temps pour répondre et toutes les autres seront traitées par écrit. On se débrouillera avec les intervenants qui auront la gentillesse, je pense, de répondre rapidement par écrit et on fera vivre ça sur la communauté. Oui, Julien, merci de ton intervention. Je reprends la parole pour savoir que malgré tout, le CNFPT engage des formations sur les réseaux énergétiques intelligents. Vous pouvez consulter le programme des formations sur le site du CNFPT et il y a notamment des formations dédiées aux réseaux énergétiques intelligents qui sont par exemple les conventions de concession ou qui sont les réseaux de chaleur. Voilà. Vos besoins, réponse à vos besoins dans ces paragraphes-là. Il y avait également une question subsidiaire qui valait pour les deux intervenants, enfin les deux sociétés intervenantes, que ce soit Enedis ou Espul, et l'association Espul, qui concernait aussi donc le potentiel d'expérimentation
que pouvaient avoir les collectivités locales dans un système local d'achat et de vente d'énergie. Donc c'est un sujet assez vaste, des réponses assez variées, mais je pense qu'il faut aussi se poser cette question-là dans le cadre du développement des réseaux énergétiques intelligents. Voilà. Il nous reste maintenant peut-être à arrêter la réunion pour des questions de timing, d'enregistrement et de mise en ligne. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous remercie, et notamment les intervenants, de l'effort qui sont déployés pour faire ces présentations dans un minimum de temps, parce que les sujets sont vastes et avec des informations très importantes. Donc pour ce qui nous concerne, et pour ce qui me concerne, ça sera mon dernier webinaire, non seulement de l'année, et je vais donc maintenant vous souhaiter et vous répéter une bonne fin de journée. Si jamais vous avez des questions, je reste à votre disposition, et Emmanuel Poncet également. Voilà. Merci à vous et bonne fin de journée à tous.